Les invasions vikings, une époque de danger, de destruction et de courage dans l'histoire de l'Angleterre. Nous ne pouvons évoquer cette période sans citer Alfred le Grand. Alfred, roi des Saxons de l'Ouest, est depuis longtemps célébré comme un héros majeur de l'histoire anglaise. À une époque où tout semblait perdu, cet homme s'est dressé contre l'adversité, défiant l'oubli. Pour cela, son nom est immortel. À l'époque d'Alfred, l'idée d'un royaume anglais uni n'était même pas encore un rêve. L'Angleterre était composée de nombreux royaumes anglo-saxons, tous cruellement mal préparés à l'arrivée soudaine des Vikings. En 839, Egbert, roi du Wessex, le domaine des Saxons de l'Ouest, était un vieil homme fatigué et malade après avoir régné pendant 37 ans. Il envoya une lettre à l'un de ses anciens alliés, Louis le Pieux, fils de Charlemagne et empereur des Francs. Dans cette lettre, Egbert décrivait la vision récente d'un prêtre. Le prêtre avait vu les âmes en deuil des saints dans une église, écrivant avec du sang tous les péchés des Anglais. Ceci, expliqua Egbert, était un avertissement. À moins que les pécheurs ne se repentent, l'Angleterre connaîtrait une catastrophe. Pendant 3 jours et 3 nuits, un brouillard très dense s'étendra sur leurs terres, puis tout à coup, des hommes païens dévasteront par le feu et l'épée la plupart du peuple et des terres des chrétiens, ainsi que tout ce qu'ils possèdent. Tel était l'esprit de l'époque, alors que les raids vikings semblaient inconstants. Pour beaucoup, la fin du monde était proche. Les Vikings venaient des terres reculées de Scandinavie, un monde très différent de l'Angleterre anglo-saxonne. Pendant 2 siècles, les rois ont offert des domaines royaux à l'Église en Grande-Bretagne et en Irlande, favorisant des économies prospères. Rien de tel n'existait en Scandinavie. En Norvège, au Danemark et en Suède, les terres fertiles se limitaient aux étroites plaines côtières, et les clans de guerriers, bien armés et imprégnés d'anciennes traditions de vendetta, étaient presque impossibles à contrôler pour les chefs. Autrefois, les anglo-saxons eux-mêmes avaient entretenu un esprit guerrier aussi farouche, mais une grande partie de cela s'était perdue à mesure qu'ils étaient devenus prospères. On ne saurait trop insister sur l'impréparation de ces royaumes anglais insulaires et établis face à l'arrivée de ces envahisseurs venus de Scandinavie. Les Vikings étaient un homme rapide, mobile sur l'eau, et jouaient selon des règles totalement nouvelles. Ils avaient peu à perdre et beaucoup à gagner. Leurs femmes et enfants attendaient en sécurité à la maison leur retour de pillage lucratif, complétant leur maigre subsistance de pêche et d'agriculture. Au milieu du XIXe siècle, les Vikings détenaient la suprématie navale. Des générations à perfectionner cet art avaient fait d'eux des experts en construction de navires rapides, aptes à naviguer en mer, à mener des raids et à remonter les rivières. Les navires avaient une symbolique aussi forte que le cheval pour les chevaliers médiévaux. Les Vikings vantèrent leurs navires dans des champs, les nommant destriers des mers parcourant les routes du pays de Galles. Alfred le Grand est aujourd'hui vu comme une figure fondatrice de l'histoire anglaise, mais à son époque, il semblait le dernier défenseur d'un royaume condamné, livrant son dernier combat. Au début du IXe siècle, les raids vikings étaient fréquents en Angleterre. La chronique anglo-saxonne relate de fréquentes attaques brutales des Danois païens et des hommes du Nord. Des récits glaçants décrivent la résistance désespérée des nobles saxons de l'Ouest face à de féroces guerriers du Nord. C'est pendant cette période que le roi Ethelred est mort et que son frère Alfred est devenu roi des Saxons de l'Ouest en 871. Bien qu'Alfred soit reconnu comme un grand roi anglais, il n'a pas régné sur une Angleterre unifiée. Son territoire, le Wessex, le royaume des Saxons de l'Ouest, résistait aux envahisseurs vikings. Mais c'est pendant le règne d'Alfred que les bases d'une Angleterre unifiée ont été posées. Qui étaient donc ces Vikings qui ont causé tant d'épreuves à Alfred et son peuple ? Issus du nord scandinave, leur habileté de navigateur les a menés à travers la Russie, le nord de la France, les îles britanniques, l'Islande, le Groenland et peut-être même jusqu'en Amérique du Nord. Ils avaient soif d'exploration et d'aventure et la piraterie était leur mode de vie. Ils voyageaient en bandes guerrières, l'équipage du navire formant le noyau de l'unité. En ornant leurs salles de trésors capturés et leurs femmes et filles de bijoux et d'ornements somptueux, les nobles vikings exprimaient leur grandeur.
Aujourd'hui, lorsque les archéologues fouillent des sites vikings, ils trouvent des artefacts provenant des coins les plus reculés du monde du IXe siècle, des pièces de Byzance et des terres arabes, du butin provenant d'églises et de monastères européens. Au départ, les Vikings venaient comme pillards, mais à un certain moment, ils ont eu l'idée de rester en tant que conquérants. En 865, une grande coalition de Vikings, principalement danois, décrite dans la chronique anglo-saxonne comme la Grande Armée païenne, a débarqué en East Anglia. Ils ont traversé en Northumbrie et capturé York. Beaucoup des royaumes anglais étaient impuissants à résister, mais Alfred le Grand et ses Saxons de l'Ouest allaient de tenir tête. En 878, les Danois contrôlaient l'Est et le Nord-Est de l'Angleterre. Ce mois de mars, Alfred et ses guerriers établirent une base secrète dans les marais du Somerset, où ils planifièrent la résistance contre le roi danois Guthrum, chef de la grande armée païenne. Alfred rassembla ses troupes en mai pour une attaque surprise. Ils tombèrent d'or sur les Danois à Edington. Là, une bataille féroce eut lieu, qui serait consignée dans une biographie médiévale d'Alfred. Combattant férocement, formant un mur de boucliers dense contre toute l'armée des païens et luttant longtemps et courageusement, Alfred finit par remporter la victoire. Il renversa les païens dans un grand carnage et, frappant les fuyards, il les poursuivit jusqu'à la forteresse. L'armée d'Alfred assiégea les Danois à Edington pendant 15 jours. Finalement, les Danois affamés demandèrent la paix à Alfred, lui offrant des otages et promettant de quitter le royaume. Ils acceptèrent aussi le baptême de Guthrum et de ses principaux hommes. La grande victoire d'Alfred à Edington ne mit pas fin à ses problèmes avec les Danois. Cependant, à l'avenir, Alfred passerait à l'offensive. En 886, il s'empara de Londres. De 892 à 896, une nouvelle armée danoise rôda en Angleterre. Jusqu'à la dernière décennie de son règne, Alfred dut rester constamment vigilant pour défendre son royaume. Une grande partie du succès d'Alfred peut être attribuée à ses capacités d'organisation. Les Danois, très mobiles, pouvaient attaquer rapidement et par surprise grâce à leurs bateaux. Alfred a pris des mesures pour contrer cela. Il a construit ses propres navires et s'est impliqué dans leur conception pour les rendre plus efficaces contre les Vikings. L'esprit curieux d'Alfred cherchait toujours à surmonter un problème. Alfred a aussi réorganisé ses forces pour rassembler les troupes plus vite et les maintenir plus longtemps sur le terrain. Il a divisé la milice de manière à ce que la main-d'œuvre soit disponible pour servir dans l'armée, garder les forteresses et cultiver les champs en même temps. Il a aussi imposé aux propriétaires terriens de construire et d'entretenir des forteresses. Alfred commença à construire un réseau de forteresses qui traverserait son royaume, offrant une protection aux habitants et au bétail en cas d'invasion. Alfred montra également qu'il se souciait véritablement du bien-être général de ses sujets. Il s'efforça d'assurer l'intégrité de la loi et publia un code juridique connu aujourd'hui sous le nom de Code d'Alfred, qui rassemblait les idées juridiques anglo-saxonnes et la loi divine telle qu'exprimée dans la Bible chrétienne. L'ère des raids vikings avait dévasté l'alphabétisation en Angleterre. Alfred chercha à remédier à ce revers. Sir Frank Stanton a écrit célèbrement « L'importance unique d'Alfred dans l'histoire de la littérature anglaise vient de sa conviction qu'une vie sans connaissance ni réflexion n'était pas digne de respect. » Alfred rassembla à sa cour des érudits capables de traduire des livres latins en anglais. Ces érudits venaient de nombreuses régions d'Europe, y compris d'Angleterre, de France et d'Allemagne, et ils traduisirent des auteurs tels que Grégoire le Grand, Saint-Augustin, Bède et Boès. La renaissance littéraire d'Alfred fut la première étape de l'essor intellectuel du Haut Moyen-Âge. Il fonda une école de cours où ses propres enfants, ceux de la haute noblesse et même beaucoup d'autres de naissance plus modeste, pouvaient recevoir une éducation. Alfred alla jusqu'à étudier le latin lui-même. Vers les années 890, Alfred réalisa une traduction anglo-saxonne du livre de la règle pastorale de saint Grégoire le Grand, qui allait devenir le guide de référence pour les évêques pendant des siècles. Ce qui tenait particulièrement à cœur à Alfred, c'était l'idée que les évêques avaient le devoir d'éduquer les laïcs. À travers les épreuves de l'époque viking, Alfred le Grand s'est illustré aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix. Voici un roi qui a défendu son royaume au combat et a grandement amélioré la vie de ses sujets en augmentant la sécurité, en favorisant l'éducation et en préparant son peuple à protéger et à développer son héritage après son départ.
Avec sa victoire à Edington, Alfred le Grand a éliminé le danger d'une conquête viking du Wessex. Mais les succès d'Alfred n'ont pas éliminé la menace danoise, ni garanti la stabilité de son royaume. Même un monarque aussi capable qu'Alfred ne pouvait assurer le succès de ses héritiers. Au Moyen-Âge, le succès de chaque roi dépendait en grande partie de ses propres vertus. Après la mort d'Alfred, les royaumes anglo-saxons voisins de Mercie et de Wessex se retrouvèrent encore plus proches l'un de l'autre. Alfred lui-même avait épousé une princesse mercienne, et sa fille, Æthelflæd, était mariée au seigneur de Mercie, Æthelred. Le fils et héritier d'Alfred, Édouard l'Ancien, monta sur le trône du Wessex en 899. Édouard avait une relation étroite avec son beau-frère Æthelred, et ensemble, ils luttaient tant contre les Vikings danois qui contrôlaient encore une grande partie du nord et de l'est de l'Angleterre. Édouard et Æthelred ont élargi le projet de forteresse d'Alfred en Mercie. Lorsque la santé d'Æthelred commença à décliner, son épouse Æthelflæd, connue affectueusement des chroniqueurs anglo-saxons sous le nom de Dame des Merciens, joua un rôle plus actif. En 907, elle renforça les murs de Chester et y installa une garnison pour sécuriser le territoire proche d'une importante colonie viking. En 909, le roi Édouard passa à l'offensive. Rejoint par une force de Merciens, il mena une attaque réussie contre les Danois de Northumbrie. L'année suivante, les Danois attaquèrent en la Mercie. Mais les forces du Wessex et de la Mercie rattrapèrent les Danois en retraite vers leur territoire. Le résultat, une victoire anglo-saxonne stupéfiante. La chronique mentionne 12 chefs vikings qui sont morts lors des combats, un sérieux revers pour les Danois. Æthelred de Mercie est mort l'année suivante, en 911, laissant le pouvoir entre les mains de sa femme. Æthelflæd, la dame des Merciens, a rapproché son territoire d'une alliance toujours plus étroite avec son frère, le roi Édouard, lui permettant d'annexer Oxford et Londres, qui pouvaient être plus facilement défendus par l'armée du Wessex. Æthelflæd a également amené le fils et héritier de son frère, Æthelstan, dans sa propre cour pour qu'il soit élevé parmi les Merciens, le préparant ainsi à gouverner les deux territoires. Æthelflæd a aussi construit des forteresses sur l'approche ouest de la Mercie. Pendant ce temps, Édouard a progressé sur la côte est face à des armées danoises, parfois appuyées par des flottes vikings. Au cours de la décennie suivante, il a construit environ 26 nouvelles forteresses, ce qui rendrait toute pénétration hostile de l'intérieur de l'Angleterre très dangereuse pour n'importe quel audacieux pillard viking. 917 s'est avéré être une année cruciale de combat. En avril de cette année, Édouard a construit un fort à Towcester, défendu avec succès contre une attaque viking. Les troupes d'Æthelflæd ont repoussé les Danois de Derby à l'est lors d'une bataille où 4 de ses meilleurs guerriers sont morts. Une importante force anglaise du Kent, Surrey et Essex a pris le fort viking de Colchester après une bataille intense. À la fin de l'année, Édouard contrôlait toute l'Est Anglie. L'année suivante, en 918, les hommes d'Æthelflæd ont conquis Leicester, et en juin, elle a reçu un tribut des Danois de York. Elle est morte le 12 de ce mois-là, après avoir gouverné avec sagesse et gagné l'amour de son peuple. Sa fille Ælfwine a brièvement succédé, mais Édouard détenait réellement le pouvoir. En décembre 919, Édouard a destitué Ælfwine de sa fonction et l'a placée dans un couvent au Wessex, sans aucune opposition de la part des nobles merciens. Désormais, le Wessex et la Mercie formeraient un royaume uni. En 920, Édouard l'Ancien régnait sur toute l'Angleterre au sud de la Mersey et du Humber. Il mourut en 924, ayant largement bâti sur le succès de son père. Le fils d'Édouard, Æthelstan, monta alors sur le trône, ayant été élevé comme un fils par sa tante Æthelflæd. Æthelstan fut accepté comme héritier aussi aisément en Mercie qu'en Wessex. Le roi Édouard l'Ancien et Æthelflæd, dame des Merciens, fils et fille d'Alfred le Grand, se montrèrent dignes héritiers de leur père. À leur époque, la menace viking fut partout réduite, et le rêve d'un royaume anglais uni était plus proche de la réalité que jamais auparavant. Æthelstan, héritier de l'héritage d'Alfred le Grand, de Dame Æthelflæd et d'Édouard l'Ancien, commença son règne sur des bases solides. À son époque, il devait aussi relever de grands défis. Au début, il tenta de négocier avec les chefs vikings de York, mariant sa sœur à leur chef et obtenant leur accord pour se convertir au christianisme.
Mais lorsque le chef de York renia sa nouvelle religion et sa nouvelle épouse, Æthelstan lança une invasion. En 927, Æthelstan chassa Olaf et ses Vikings de York. Enfin, le roi du Wessex contrôlait directement la forteresse du Nord, York. C'est à cette époque qu'Æthelstan commença à se nommer Rex Totius Britannia, roi de toute la Bretagne. Il est clair qu'Æthelstan avait déjà commencé à envisager une Angleterre unie sous un seul roi anglo-saxon. Son royaume restait loin d'être en paix. Les Vikings d'Olaf, basés à Dublin, se sont alliés aux Norvégiens de Northumbrie pour mener un important raid contre la Mercie. Æthelstan et son frère Edmond réagirent en 937, menant leurs anglo-saxons vers le nord. Ils affrontèrent la coalition viking d'Olaf, renforcée par les forces de Constantin d'Écosse lors de la bataille de Brunanburh. La chronique anglo-saxonne raconte cet épisode de façon dramatique. Les fils d'Édouard ont brisé le mur de boucliers, taillé les boucliers en bois de tilleul avec des épées forgées, car il était naturel pour les hommes de leur lignée de défendre leurs terres, leurs trésors et leurs foyers dans de fréquentes batailles contre tous les ennemis. Leurs ennemis périrent, le peuple des Écossais et les pirates tombèrent, voués à leur perte. Le champ s'assombrit du sang des hommes, depuis le moment où le soleil, ce glorieux luminaire, la brillante chandelle de Dieu, du Seigneur éternel, parcourut la terre aux heures du matin, jusqu'à ce que cette noble création disparaisse à son coucher. Là gisaient de nombreux hommes détruits tant par les lances, de nombreux guerriers du Nord atteints au-dessus de leurs boucliers, et de même de nombreux Écossais reposés épuisés, rassasiés de bataille. Toute la journée, les Skansemidachon, les Saxons de l'Ouest, avec leurs compagnies montées, poursuivirent sans les peuples ennemis. Ils tuaient cruellement les fuyards par derrière avec leurs épées. Les Merciens n'ont pas refusé un dur combat à quiconque était venu avec Olaf chercher cette terre dans le creux d'un navire, à travers le tumulte des eaux, venu pour un combat fatal. 5 jeunes rois gisaient entre eux sur ce champ de bataille, tués par les épées, ainsi que 7 des comtes d'Olaf et une multitude innombrable de marins et d'Écossais. Brunanburh fut un événement comparable à la victoire d'Alfred à Edington. Elle a préservé l'hégémonie du Wessex, et certains chercheurs ont même soutenu qu'elle a été cruciale pour la formation d'une identité anglaise unifiée. Mais la victoire n'a pas éliminé l'ambition viking dans la région. 2 ans plus tard, Æthelstan est mort et Olaf a réussi à reprendre le pouvoir à York. Le Wessex affrontait encore une Angleterre du Nord sous contrôle viking. La domination d'Olaf sur Dublin et York aurait pu s'avérer bien plus dangereuse pour le Wessex, mais Olaf est lui-même mort en 941. Le frère d'Æthelstan, Edmond, monta sur le trône et battit nettement les Vikings de York et de Dublin, les forçant à abandonner leur territoire au sud du Humber. Le sort de York continuerait d'être un problème pour les héritiers du roi Alfred. Le dernier viking à lutter avec Wessex pour le nord de l'Angleterre fut Éric à la hache sanglante, ainsi nommé parce qu'il tua 2 de ses frères. Autrefois roi de Norvège, Éric prit le contrôle de York à 2 reprises, mais une fois qu'il fut expulsé en 954, Wessex domina de nouveau l'ensemble de l'Angleterre. Les territoires qui avaient constitué le Danelaw, après environ 100 ans, étaient peu de nouveau entre les mains des Anglais.